Écoutez, mesdames et messieurs, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes peu nombreux, c'est samedi, il est 10h du matin, donc 10h15 maintenant. Mais bienvenue quand même, c'est la première édition d'un événement qu'on a appelé Anguin Autisme Ensemble. Et cet événement est composé de 2 journées, donc une journée qui a eu lieu hier, qui est portée par le docteur Elian du Centre pédiatrique Paris-Nord, et dont c'est la 4e édition, qui sont les 4e journées valdosiennes de l'autisme. Le docteur Elian est venu, enfin on s'est rencontrés, et a été décidé que suite à ces tables rondes qui marchent très bien depuis 4 éditions, qui étaient beaucoup plus scientifiques, donc à destination d'un public plus professionnel, devait aussi avoir un écho sur la ville et pouvoir proposer sur un public, sur des parents et des enfants qui sont justement concernés par l'autisme, pouvoir apporter pas des solutions, mais voilà, quelques bribes de début de solutions, et notamment à travers la présence d'associations qui ont des initiatives qui portent aussi ces actions-là, et des tables rondes avec des intervenants qui parlent un petit peu plus de façon moins scientifique, mais plus abordable et plus axée sur qu'est-ce qui existe pour le moment, vers quoi peut-on aller. Voilà, donc c'était l'envie de réunir ces deux événements sur le même week-end. Alors pourquoi on le fait à l'école de musique et de danse d'Anguin? Tout simplement parce qu'il y a 6 ans, on a ouvert des classes grâce à Françoise de Roc et à Magali Burban-Nadal, qui est un professeur de piano ici au conservatoire. On a ouvert des classes d'enseignement du piano pour les enfants autistes. Donc ça a commencé avec quelques enfants, et puis aujourd'hui on accueille 28 enfants. Donc ça, effectivement, ça a apporté beaucoup de choses, je pense, à ces enfants et aux autres enfants du conservatoire aussi, qui se croisent tous les jours dans les locaux. Je remercie d'abord Monsieur le maire qui permet à cet événement d'exister. Sophie Merchat, qui est donc à l'origine de ces classes d'enseignement du piano avec Françoise de Roc et Magali Burban-Nadal. Je remercie aussi Dominique Charlet, donc, qui est à l'origine de l'idée justement de regrouper et de faire un événement à part entière, scientifique, mais aussi beaucoup plus axé vers les parents. Évidemment, le conseil départemental, Émilie Vandekix, qui nous a bien aidés pour le relais auprès des associations. Je remercie, je ne voudrais oublier personne, Olivier Couder du Théâtre du Cristal, Philippe Caron qui est dans la salle donc, du CCAS de la ville, toute l'équipe de l'école de musique, et bien sûr le docteur Elian qui était déjà là toute la journée hier et qui revient ce matin. Merci beaucoup d'être là. Françoise de Roc qui nous apporte aussi tous les contenus de ces tables rondes, donc qui a mis en place cet enseignement qui s'appelle l'enseignement Dolce du piano, et son président, Patrick Corenblit, qui est là et qui va donc ouvrir ces tables rondes avec cette première table ronde. Voilà. Ce matin, il y a 3 tables rondes qui vont se succéder. Une première table ronde qui visera à réfléchir au système qu'il s'agit de mettre en place, de reconstruire pour accueillir, pour accompagner, pour prendre en charge toute la problématique de l'autisme et des personnes qui en sont atteintes. Alors j'appelle pour l'instant ceux qui vont m'accompagner autour de cette première table ronde, donc le docteur Elian et M. Tegueno. Oui, bonjour. Donc, le lien supplémentaire Montmorency a cette année, parmi ses 3 priorités, décidé d'œuvrer pour la jeunesse qui entreprend et la jeunesse en difficulté. Et nous avons trouvé à travers l'autisme et notre partenariat avec la ville d'Anguin d'une part et l'APTE d'autre part, le moyen de développer cet axe d'action, et finalement en organisant des événements en commun, des événements avec des personnes autistes
et des personnes non autistes dans le cadre en particulier de cette école de musique et de danse d'Anguin, puisque nous avons organisé le 19 novembre dernier une soirée avec des personnes autistes et des personnes non autistes sur le thème musical. Je pense que ce type d'événement qui réunit des autistes et des non-autistes est un élément important pour les intégrer et les faire connaître et progresser dans la société. C'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui, je crois, nous motivera encore à organiser de nouveaux événements dans les années à venir. Voilà. On le souhaite effectivement comme ça. Bon, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je suis docteur Elian, pédiatre. Pour revenir à votre première question, ce qui nous a été impliqué dans le monde de l'autisme, c'est sûr, quand on dit pédiatre, c'est quelqu'un qui, à mon sens, doit être le premier concerné parce que nous sommes les médecins de l'enfant. Et l'autisme commence avant l'âge de 3 ans. Donc, je pense que par la force des choses, nous sommes impliqués de traiter cette cause parce que un spécialiste de l'enfance, quand il repère un enfant qui fonctionne autrement que les autres, a la responsabilité d'aviser et d'avertir les parents. Et en même temps, il serait frustré d'aviser et prévenir les parents sans leur donner des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir? Je regrette la personne qui était invitée, qui était perdue. Je pense que c'est quelqu'un qui va venir nous parler un peu de l'avenir prévu, ce que la Suède a fait. Parce que la Suède, dans les années 1970, était un peu copiée sur la France. Il n'y avait que des IME. Que des IME, et ces IME, ils sont arrivés à les faire disparaître en faveur des petites structures individualisées et qui sont implantées dans des studios qui sont aménagés pour que ces personnes-là, qui sont dépendantes, puissent être préparées à pouvoir gérer leur vie ultérieure d'une façon tout à fait honorable et autonome. Et c'est ça, moi, que je vois l'avenir de ces enfants qu'on prépare petits. Mais on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire que si on ne prend pas ces enfants autant petits pour les préparer à ce modèle-là, il n'aura aucune avancée. Galliano, peut-être que vous avez un avis alternatif. Je n'ai pas du tout la même expérience d'intériorité que vous dans ce sujet, dans ce domaine. Il y a un an, je connaissais très franchement très peu l'autisme, les autistes, et j'ai eu le plaisir de découvrir à travers donc, cette année le Club d'Anguin Montmorency. Je pense que comme toujours, en France, on commence par le haut. On fait les choses je dirais, de façon un peu nationale et on oublie le terrain. Et ce que j'ai cru comprendre à travers cette année passée en contact avec les autistes, avec les associations autistes, c'est que finalement le vrai problème, c'est que le regard que nous portons, nous tous, vers les autistes, doit changer. Et pour qu'il change, il faut que les autistes et les non-autistes se retrouvent dans des événements communs, se retrouvent sur le terrain, ensemble, et non pas, donnez-moi l'expression, isolés, enfermés peut-être, dans des institutions qui sont réservées à eux. Parce qu'à ce moment-là, ils sont trop isolés du reste des personnes qui continuent à les regarder d'une certaine façon, qui ne les aident pas à progresser. Et je pense que là, le mouvement associatif, comme le Lions Club, mais bien d'autres, doivent avoir à ce stade un rôle important, parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes tous les jours en train d'organiser des actions pour servir ceux qui en ont besoin, et c'est peut-être par le mouvement associatif que pourrait passer disons, le message, en tout cas les actions permettant de faire venir dans des événements des autistes et des non-autistes et faire comprendre finalement aux non-autistes que nous avons tous intérêt à vivre ensemble et à
progresser ensemble et à faire travailler, à faire du sport, à faire de la culture, tout simplement à vivre tous les jours avec les non, mais je vous ouvre une parenthèse, puisque nous allons accueillir Christian Schott, qui est notre troisième intervenant, qui a eu un petit peu de difficulté à arriver ici, et qui va, bien évidemment, merci, bienvenue. Voilà, je vous en prie, terminez votre propos, puisque cette interruption ne doit pas, malgré tout, couper effectivement les langues. Non, j'avais terminé, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut redescendre sur le terrain des problématiques, faire agir ensemble les autistes et les non-autistes, et de ce fait, le regard et les actions changeront certainement de nature et seront sans doute plus productives, moins coûteuses peut-être pour la communauté, tout en étant plus valorisantes pour les autistes eux-mêmes. Voilà. D'accord, merci. Juste pour deux choses, pour resituer quelque peu les propos, si je suis en capacité à le faire. D'une part, le docteur Elian évoque effectivement le retard, ou plus exactement l'écart qu'il peut y avoir entre les intentions de structurer autrement l'accueil des personnes avec autisme et l'écart entre ce qui serait souhaité et ce qui existe effectivement aujourd'hui. Vous évoquez d'une manière tout à fait différente en réalité le fait que c'est au travers de la mixité entre des personnes avec autisme et des non-autistes ou des gens dits ordinaires, on va appeler comme vous et moi peut-être, qui sont suscités, et au travers d'événements qui sont suscités, que l'on va probablement aussi pouvoir avancer dans ce domaine, ne serait-ce qu'au travers du regard que l'on porte sur l'autisme. Christian Schott, que je ne connaissais pas jusque-là, mais dont j'ai déjà beaucoup entendu parler malgré tout, qui avait rencontré Françoise de Rock, je vais le laisser se présenter, mais on m'a expliqué qu'il était autiste de haut niveau, Asperger, je ne sais pas, et en tout état de cause, très militant sur la cause de l'autisme et sur ce qu'il serait souhaitable de faire. Au-delà de ça, je crois que vous êtes violoniste, musicien, et avez eu un parcours de musicien particulièrement avancé, ne serait-ce que à la Philharmonie de Berlin, me semble-t-il. Voilà, je vais peut-être vous laisser compléter effectivement le propos. Donc, j'interviens ici surtout au sujet de l'accompagnement des personnes autistes. Parlez peut-être bien dans le micro. De l'accompagnement des personnes autistes. Et on m'a demandé d'évoquer le sujet du modèle suédois. Et en fait, en Suède, donc les enfants sont scolarisés beaucoup. Et ils ont un intervenant qui les accompagne. En fait, j'ai visionné par exemple une vidéo où il y a une personne qui explique effectivement que l'école c'est de 8h10 jusqu'à 16h30. En fait, la partie scolaire se termine vers 1h. Il y a 1 heure de pause pour déjeuner. Donc en gros, ils déjeunent en 30 minutes. Et après, l'après-midi, c'est des activités du type centre aéré. Et en fait, ils sont accompagnés du matin au soir par une forme d'AVS. Et tout ça, c'est pris en charge par la commune. Et par exemple, il y a cette personne qui témoignait, donc il y a 2 enfants, et ça lui coûte 100 € pour ces 2 enfants, toute cette prise en charge. Alors, évidemment, si les gens habitent un peu loin, il y a une prise en charge au niveau des taxis, etc. Au niveau de la scolarité là-bas, ils sont... Excusez-moi, 100 € par... Non, pour 2 enfants, 50 € par enfant. Oui, mais pour quelle période? À mois, pardon. Le système scolaire est différent aussi en Suède. J'ai des cousins qui sont suédois, donc ils m'en ont beaucoup parlé. En fait, là-bas, ils insistent surtout sur le développement personnel, des jeux et tout ce qui est relations sociales pour tout le monde en général, hein, pas seulement pour des personnes autistes ou quoi. Mais donc, la partie scolaire est moins intense. Donc, les enfants autistes peuvent plus facilement suivre, être intégrés au système scolaire. C'est plutôt un apprentissage du vivre ensemble là-bas qu'une recherche de performance scolaire. C'est vraiment axé sur le développement
individuelle personnelle dans le groupe. Ça, c'est différent là-bas parce qu'ils ont un système d'organisation économique et sociale différent aussi. Puisque si la commune peut se permettre finalement de donner des sous à une famille pour que la famille en fasse à peu près ce qu'elle veut, dans le sens soit elle la loue à une association qui va les aider, soit les personnes en fait qui ont un métier préfèrent rester chez elles pour s'occuper des enfants. En fait, cette somme leur permet d'avoir comme une forme de salaire à la place de leur salaire qu'ils iraient chercher au travail, quoi. Peut-être que vous en avez déjà parlé pendant que j'étais pas là. Non, pas vraiment. Donc, voilà, donc ça se passe comme ça. Donc ils sont très aidés et parce qu'ils ont une politique particulière qui fait que la personne handicapée en général, hein, c'est pas seulement les autistes, mais la personne handicapée en général est plus considérée comme citoyenne. Alors qu'ici, il y a un problème, c'est qu'on est citoyen, mais quand on est handicapé, on sort vite du système. On est vite marginalisé et vite on n'a plus accès à grand chose. Donc voilà, donc c'est la base, un enfant, un adulte, un autiste, n'importe quel handicap est avant tout un citoyen qui a des droits et pour lesquels la société fait en sorte de mettre à disposition ses droits et les faire valoir. D'accord. Comme notre table ronde est relativement courte, moi ce qui m'intéresserait, c'est effectivement de savoir de quelle manière on passe d'un système tel qu'il existe, entre guillemets, aujourd'hui, à un système, je ne sais pas s'il peut être considéré comme un modèle définitif, mais on peut y réfléchir. En tous les cas, il semble que l'intégration des personnes avec autisme, voire d'autres personnes avec handicap, soit prise en charge d'une manière plus pertinente, plus efficace dans certains pays nordiques, voire éventuellement dans d'autres pays que la France. Notamment en Italie, les enfants sont tous scolarisés. Oui. En France, apparemment 80% des personnes autistes sont en institution. Bon, avec il y a de plus en plus de scolarisation qui sont faites, on a des difficultés au niveau, pour trouver des AVS et pour faire une espèce de partenariat avec les écoles. Je sais que par exemple, du côté de Suresnes, par exemple, il y a une IME qui est intégrée à un collège, qui fait que finalement les enfants qui sont pris, ils sont 5 dans une classe, ils bénéficient d'accompagnement éducatif de type Teachaba, enfin c'est un mélange. Et l'histoire, c'est qu'ils sont intégrés dans les classes en fonction de leur capacité. Par exemple, il y en a un qui parle plusieurs langues, donc il va en langue, il y en a un qui est fort en maths, juste en maths, donc il va en maths. Et puis il y en a un autre qui est fort en sport, donc il va en sport avec les enfants du collège. Donc ça, c'est aussi un petit peu ce qu'expliquait la personne qui témoignait sur le modèle suédois, c'est que c'est un peu comme ça que ça se fait, c'est une espèce d'intégration où il y a quand même un accompagnement spécifique pour les enfants, et puis justement ils participent à la vie scolaire. Comment passer de ça à ça? Il y a des lois, il y a la loi aussi déjà qui ouvre pas mal de choses. C'était avant 2000. Après il y a la loi 2005 sur l'égalité des chances qui donne tout ce qu'il faut comme élément pour mettre en application la loi et ouvrir ce type de dispositif. Après notre lenteur, après c'est des histoires philosophiques, je ne vais pas rentrer dans le débat. C'est pourtant le débat qui nous intéresse aussi quand même, mais cela étant, oui, c'est quels sont, je veux dire, on va peut-être passer aussi la parole à nos deux autres intervenants, quels sont les obstacles majeurs sur lesquels il faudrait focaliser le travail, la recherche, et voilà, c'est ça. En fait, moi je ne considère pas, nous ne considérons pas l'autisme comme une maladie, ni comme une souffrance, nous ne souffrons pas. Enfin, on n'en a pas conscience, et si on souffre de quelque chose, à la rigueur, c'est notre corps qui va parler, on va s'agiter ou quoi que ce soit. Mais bon, si moi je suis en colère ou content, on ne va pas trop faire la différence parce que je vais me balancer de la même manière, je vais ramasser sur le type de la même manière. Je n'ai pas de questionnement type névrotique. Woody Allen, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Donc l'histoire, c'est que non, on ne se sent pas souffrir, on ne se sent même pas différent d'autrui. Simplement, la vie fait qu'effectivement, on est marginalisé très rapidement. On ne souffre pas forcément de solitude quand on est enfant, parce que finalement, par exemple, quand je jouais dans la cour tout seul, je jouais tout seul parce que, je jouais tout seul. J'ai toujours préféré être tout seul, donc j'ai une épouse, mais principalement dans ma vie, je vis seul.
Voilà. Mais à cette table ronde, vous n'êtes pas seul, donc on va essayer de passer la parole à d'autres. Merci en tous les cas de cette intervention, ouais, qui éclaire aussi d'un point de vue tout à fait important. C'est souhaitable qu'il nous parle pour l'avenir, les grands une fois qu'ils sont traversés la période scolaire. Comment on souhaite s'organise la vie autonome de ces personnes-là. Là, je travaille, par exemple, j'interviens dans une masse. Et l'histoire, c'est que j'explique justement à ces professionnels qu'il y a une espèce d'idée de prise d'accompagnement. Ce serait qu'il y ait des habitats individuels de type plutôt petite maison avec petit jardin. Et finalement, ce serait beaucoup plus facile qu'une personne passe de temps en temps pour voir si tout se passe bien. Et ce qui serait bien, c'est que pendant l'éducation, jusqu'à 30 ans, puisque notre maturation se fait à niveau d'âge de 30 ans, au niveau cognitif, tout ça, qu'on apprenne à cuisiner, à faire notre lessive, notre linge, enfin des choses tout à fait pratiques de la vie quotidienne qui nous permettent de vivre tout à fait autonome, seul, dans une espèce de petite maison, qui nous permet finalement de se balader à poil comme on veut, de pouvoir se taper contre les murs comme on veut, etc., sans qu'on nous dise fais pas ci, fais pas ça, parce que finalement, dans la vie de personne, il y a quelqu'un qui vient vous dire ce que vous devez faire. Donc finalement, il faut nous foutre la paix, en gros, et ça se passera en fait très bien, et on peut même avoir un meilleur développement comme ça, parce qu'en nous mettant la pression en permanence pour nous expliquer comment on doit vivre, ça nous stresse, donc finalement, on ne peut pas développer nos centres d'intérêt. Et par exemple, justement, les institutions, il faut arrêter de nous empêcher de stéréotyper, et arrêter de nous empêcher d'avoir des activités restreintes qui nous prennent 8-10 heures par jour, et ça pendant des années, parce que c'est comme ça qu'on fabrique notre propre système qui nous permet de rentrer, par exemple, en traitement d'un objet, d'un sujet, par une porte. Un objet, un sujet, c'est un objet. Voilà. Il y a plusieurs accès. Vous voyez qu'un seul accès, on vous propose un accès dans votre éducation, donc la plupart d'entre vous, vous y adhérez, et nous, on a notre propre accès aux choses, et il faut nous laisser le temps d'y accéder. Donc voilà, alors pour l'accompagnement, ça devrait nous emmener vers ce type d'autonomie dont je parle, c'est-à-dire où on vit dans une petite maison, après, rien ne nous empêche d'avoir un compagnon, une compagne ou quoi que ce soit, ou même des potes, ou vivre là. Je sais qu'en Suède, ils ont pour les adultes des structures très réduites, c'est-à-dire où il y a maximum 6 personnes. Voilà, c'est vrai que vivre dans un immeuble où il y a 25 personnes, voilà, et puis avec des parties communes où il y a du bruit, et puis finalement on n'a pas notre autonomie, il y a des gens qui nous surveillent comme des matons plus que comme des accompagnants, c'est problématique, c'est très stressant. Je pense qu'on peut résumer la table ronde à ce que vient de dire monsieur et ce que j'attendais de cette table ronde aujourd'hui. Je suis content que les gens écoutent et imaginent que ce pays qui a réussi au bout de 30 ans de faire disparaître toutes ces IME en faveur de ce qui vient de dire monsieur, et c'est très très intéressant, je regrette bien qu'il n'était pas notre journée scientifique, puisque vraiment on rentre au cœur même de la problématique, et je pense que les parents qui sont présents au jour d'aujourd'hui, tous, comme moi, rêvent de ce système, et qui coûtera beaucoup moins cher à l'État. Et je ne veux pas vous dire qu'est-ce qui freine qu'on passe, puisqu'ils sont réussi à le passer. Avant des années 70, il n'y avait que des IME en Suède. Maintenant, il n'y a plus d'IME. Et on continue à reconstruire ces IME. Je pense que c'est un résumé à tous les gens qui sont ici présents. Je souhaitais qu'on laisse un tout petit peu de temps. Voilà, je suis désolé de vous... vous savez... Je suis très tolérant, mais donc allez-y. Savoir si on peut laisser un peu les personnes ici présentes s'exprimer à ce qu'il vient de dire monsieur, qui est tout à fait touchant et bouleversant. Peut-être ajouter un mot, peut-être, avant de donner peut-être la parole à la salle. Et moi, ce que je retiens de l'intervention de Christian Scott, c'est que le terme important, c'est l'écoute. Je crois qu'il faut écouter les personnes atteintes d'autisme pour trouver des solutions, et pour ça, il faut redescendre sur le terrain. Encore une fois, vous avez parlé d'actions au niveau des communes. Je pense que la ville d'Anguin, en plus, démontre beaucoup d'engagement dans le domaine. Et je pense qu'effectivement, le niveau de la commune, de la ville, est sans doute le bon niveau, parce que c'est à ce niveau que les associations comme le Lions Club ou autres interviennent et peuvent, sur le terrain, aider à un meilleur regard, une meilleure intégration
et un meilleur vivre ensemble. Voilà, je crois que pour moi, c'est ce que je retiendrai de cette... D'accord. Je retiendrai également un autre point que j'aime beaucoup, qui est dans ce qui est dit par Christian Schott, qui est le fait que nous, dits ordinaires, je veux dire, voilà, tout venant, on regarde les choses, les objets avec un angle, avec une entrée, et eux, lui, les regardent sous beaucoup d'entrées différentes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous est extrêmement important à retenir, parce que si on était capable de le regarder sous différents angles, eh bien, ce serait tout à fait intéressant. J'ai une image là qui me vient, qui est celle du cercle des poètes disparus, vous savez, où les élèves suivent un professeur et tout à coup le professeur leur dit de monter sur la table, précisément pour changer d'angle de vue. Et ça change effectivement beaucoup de choses. Bon, voilà, juste une petite parenthèse. Peut-être on peut prendre quelques questions qui... Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Une question? On est toujours... Ah, on a quelqu'un qui a brisé la glace, donc c'est formidable. Oui, bonjour. Je suis la maman d'un garçon autiste. Parlez bien dans le micro. Excusez-moi. Voilà. Et j'ai été très touchée par le témoignage de monsieur. Je voudrais savoir, parce que nous on a eu un parcours un peu compliqué, on a eu un diagnostic à 8 ans, pas faute d'avoir cherché, hein, d'avoir tapé à toutes les portes, mais bon, ça a été compliqué. Il est en 4e, avec une AVS, 20 heures par semaine, il est donc, toujours en milieu ordinaire. On nous avait proposé l'hôpital de jour, bon, classique on va dire. Donc on s'est battu et maintenant c'est vrai qu'on est face à un enfant qui arrive en 3e avec une orientation et c'est compliqué pour nous. Et monsieur disait que bon, on veut faire rentrer dans notre monde, entre guillemets, avec nos idées. Malheureusement j'ai un enfant qui veut être architecte boulanger. Qui veut être, pardon? Architecte boulanger. Architecte boulanger. Ça va être un peu compliqué. Et c'est vrai que j'aimerais, j'ai été touchée par son témoignage de dire, voilà, une maison où on les laisse se taper la tête contre les murs, parce que moi, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à voir. Mais bon, je sais qu'il a ces stéréotypies. Et j'aimerais savoir s'il a un conseil à me donner pour justement son orientation, pour qu'il soit épanoui, heureux, qu'il vive finalement heureux avec ses stéréotypies, avec ses rêves. Et quel conseil, en fait, il aurait à me donner pour son orientation, pour qu'il soit heureux dans sa vie de tous les jours, adulte. Voilà. Merci. Je vais relayer la question que vous avez entendue, mais prendre le micro. Mais moi, s'il a un conseil à me donner pour que je sois heureux toute la vie, je suis preneur aussi. J'ai que l'exemple de mes parents, et puis bon, des amis autistes que j'ai. Finalement, les parents, ils ont fait un peu la même chose. Bon, lui qui veut être architecte boulanger, donc il a un traitement sur les formes et sur la matière. Donc en fait, il faut cibler les sens les plus développés, qui développent le plus, et le pousser, c'est-à-dire lui proposer différentes disciplines, matières, qui puissent traiter justement par ces systèmes, le système qui a développé, sensoriel qu'il a développé. Moi, c'était sur le plan auditif. Donc mes parents ils m'ont mis à disposition tout le matériel possible pour faire de la musique, donc des cours de musique, écouter de la musique, enfin tout lié à la musique, tout lié au son. Et finalement j'ai fait une école voilà, privée de musique, l'école normale de musique de Paris, voilà, pour devenir violoniste à ma manière, puisque effectivement j'ai dû je me suis entouré de personnes pour monter mon groupe dans mon propre concept, etc. et pouvoir vivre de ma musique, puisque j'avais quand même du mal, en France notamment, à m'intégrer dans le système, que ce soit en tant que prof ou que ce soit même dans un orchestre ou quoi que ce soit. Donc effectivement, il y a quelque chose, toujours de l'ordre de cette autonomie, de créer son propre système. Si vous pouvez l'accompagner à fabriquer son propre système, et vous, peut-être justement, vous connaissez les clés pour entrer dans la société. Donc, ce que je préconise généralement, c'est quand on est autiste, on a une espèce de capacité sur certaines choses, mais on devrait avoir une espèce d'agent qui puisse nous vendre ce qu'on produit, parce qu'on produit énormément de choses. Et voilà. Et ça peut nous aider à vivre. Je ne sais pas si c'était clair.
Oui, 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 je pense que c'était tout à fait clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais juste, pas rebondir, mais juste poser une question par rapport à ce que monsieur vient de dire. C'était vraiment pour savoir, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu en retard, mais aujourd'hui, la perception de vue que vous avez aujourd'hui, qui est différente des nôtres, mais qui peut réellement avoir une plus-value en fait pour le système actuel qu'on vit en France, mais aussi pour tout individu. C'est ça que je voudrais juste savoir, si vous pouvez nous confirmer ça et me donner un peu plus d'explications là-dessus. Je trouve cette remarque absolument pertinente parce que je pense que notre façon de voir les choses n'est pas juste marginale et effectivement elle est tout à fait complémentaire avec la manière dont les NT, on vous appelle comme ça, les NT, neurotypiques, fonctionnaient. Donc ma façon par exemple de voir les choses est tout à fait complémentaire probablement de la vôtre et effectivement ça peut faire évoluer notre société dans quelque chose d'un peu plus un peu différent, un peu plus ouvert. Je réponds à votre question. Peut-être juste une transition par rapport à ce que vous avez dit là. Je trouve qu'on travaille dans d'autres circonstances sur d'autres projets également, en particulier donc, au sein de APT, donc, qui est l'association Autisme, Piano et Thérapie Éducative, et au sein d'une autre association qui s'appelle APR, qui est le pôle répit pour aider les familles en l'occurrence. L'idée, c'est qu'on pourrait permettre à un certain nombre d'autistes d'accéder à l'emploi, probablement une partie beaucoup plus importante que celle qui existe aujourd'hui, et pour ça, d'avancer vers des outils, des moyens, on a parlé de bilan de compétences, on a parlé de projets professionnels, et qui répondraient quelque peu aussi à l'objet en question, en croisant sans doute pourquoi pas boulanger et architecte. Je veux dire que là, on peut tout à fait... La musique aussi. Pardon? La musique aussi, il aime bien. Oui, la musique aussi. Alors donc, on peut croiser plusieurs choses en même temps, et ça me paraît être un élément de créativité que probablement on peut espérer de la part des personnes. Je vous en prie. Oui, j'avais une question, notamment pour M. Schott. Les autres sont un peu esselés, mais on a bien vu que la vedette ici était... Je trouve son point de vue très intéressant et il y a une question que je souhaiterais lui poser. Dans vos explications, votre discours, vous avez beaucoup parlé de la Suède, de l'Italie, et contrairement à vos les orateurs là, qui vous accompagnent sur cette table ronde, ça a été, avant votre arrivée, le discours était très centré sur le gouvernement, l'État, la nation française. Et en fait, moi, je me sens plus européen que français. Et j'aurais une question. Comment se fait-il qu'en Europe, nous puissions avoir des pays, je dirais, à la pointe ou ouverts, en tout cas en avance, et que ça ne soit pas généralisé au niveau européen? En France, on a une tradition littéraire, une tradition philosophique très très forte, je dirais presque plus importante qu'ailleurs. Et l'histoire, c'est qu'on a eu aussi Lacan, un des psychanalystes, voilà, enfin, qui a fondé son école, même petit que Freud en fait. Et ces philosophies ont vraiment eu un gros impact dans notre société française, mais absolument à tous les niveaux, que ce soit au niveau des médias politiques et tout ce qu'on veut. Dans les émissions un peu populaires, il est courant de voir soit un psychologue, un psychanalyste qui prend la parole pour donner son point de vue sur les choses, pour expliquer aux gens des petites choses, etc. Alors que, bon, dans les pays anglo-saxons d'origine germanique ou scandinave aussi, c'est un peu toute cette même culture germanique. Voilà. Il y a une autre façon de traiter des choses, et de façon moins philosophique, mais plus pragmatique, plus concrète, je dirais même une manufacture industrielle. C'est culturel et ils sont très, très fébrilles de loi. De toute façon, donc, quand il y a une loi,
on ne la vote pas pour la ranger dans un placard, mais pour la mettre en application tout de suite. Alors ici, il faut justement que les associations s'emparent du projet de loi pour pouvoir le faire appliquer ensuite. Donc on a une particularité culturelle et aussi on a un académisme qui est très 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 puissant depuis, on va dire, du 650, enfin la moitié du 19e, qui s'est installé et qui est très très lourd en fait à bouger. Et voilà, c'est une particularité française. J'aimerais que, moi, Françoise Doroc m'avait relaté un point par rapport à ça, sur la manière dont vous aviez été accueilli à la Philharmonie de Paris, des choses comme ça, ou pour des raisons... Voilà, je vous laisse continuer peut-être. Vous voulez dire comment j'ai été à Stuttgart? Oui. Parce que moi, ce qui s'est passé quand je suis allé à Stuttgart, c'est que je m'étais cassé le doigt et ils voulaient absolument m'embaucher. Et moi, j'aurais dit non, je ne peux pas, j'ai le doigt cassé. Et ils m'ont dit, c'est pas grave, vous jouez avec les concerts, vous ne faites pas les répétitions, il faut vous assurer les concerts. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai fait une tournée européenne et j'ai dû assurer que les concerts, je n'avais pas besoin de participer à tout. Donc ils se sont complètement adaptés à mon problème du moment. D'accord. Et quand c'était à Paris, il me semble que la réaction n'a pas été tout à fait la même. À Paris, c'était pas Paris, c'était à Lyon. Je suis arrivé à Lyon et sur 2 orchestres, j'ai été viré à la première répétition parce qu'en fait, j'ai une particularité, c'est que je lis peu les notes. En fait, je ne sais pas lire et jouer en même temps. Donc en fait, par contre, je suis hypermnésique en écoute. Donc normalement, quand il y a une répétition, je pose mon violon, mon archet, j'écoute ce qui se passe autour de moi, puis j'écoute l'ensemble, ça rentre dans ma tête et après je joue. Et effectivement, ils n'ont pas compris pourquoi je ne jouais pas. Je leur ai dit, c'est ma façon de procéder, j'apprends les choses comme ça, et puis voilà. Et puis ça ne m'empêche pas de suivre les coups d'archet du groupe, etc. et de jouer correctement. J'ai travaillé en Allemagne, j'aurais tout expliqué, etc. Mais ils n'ont pas accepté cette forme, et donc j'ai été viré d'un premier orchestre et puis d'un second. Vous avez une réponse de pourquoi ça marche autrement et pas ici. Je suis d'accord. Je comprends votre situation parce qu'en fait, mon fils a fait de l'éveil musical à l'école de musique de notre commune, proche. Et en fait, il a été refusé parce que il fallait passer par le classique. Voilà, et ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'il écoute, qu'il apprenne comme ça. Et heureusement que Françoise Doroc est arrivée à ce moment-là. Et voilà, et notre fils joue depuis le début à l'école de musique d'Anguin. Et d'ailleurs, il joue cet après-midi. Et heureusement, parce qu'ils se sont adaptés justement à sa façon de faire. Et ça lui a permis d'être intégré dans une école de musique normalement. Et je comprends monsieur. Voilà. Et malheureusement, le rejet, il est partout. Merci de cette réaction. Madame Doroc-Zoro est arrivée donc pour faire en sorte que vous puissiez donner l'occasion à votre fils de jouer de la musique. Je pense qu'on arrive, on va peut-être faire un tout petit tour très rapide de parole, mais je pense qu'on arrive au terme de notre tour de table premier. Bien sûr, on ne va pas traiter les choses de manière très approfondie ici, mais je pense que c'était l'occasion, comme je le dis de temps en temps, de semer quelque chose, semer un grain chaque jour de la vie, et bien c'en est un qui est semé. Peut-être qu'on peut démarrer. Vous voulez conclure votre propos? Je vais rajouter, je crois que j'ai encore progressé aujourd'hui dans ma connaissance de l'autisme, et c'est finalement ce qui est le plus important et le plus intéressant pour tout le monde. Merci. D'accord. Monsieur. Voilà. J'ai plus rien à dire suite à ces propos, je me trouvais ridicule. C'était suffisamment fort ce qui est sorti de cet homme-là, qui a résumé vraiment l'intérêt de cette table ronde sur tous les plans. Merci, mais probablement. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir de l'autisme, en fait, c'est pas forcément un repli social, c'est simplement parce qu'on a une autre façon de fonctionner et qu'on est axé sur tout ce qui est sensoriel. Il faut vraiment exploiter ce côté sensoriel. Parce que ça peut être gênant, mais ça peut être aussi un atout majeur justement pour développer une activité. Et c'est vraiment ce que j'insiste vraiment tout de suite et immédiatement sur le fait de trouver quelqu'un qui a un peu une statut d'agent, qui prendra 1, 2, 3 autistes et qui ferait toutes les démarches administratives, toute la gestion, etc., toutes les démarches pour aller vers les clients
et des marchés pour nous faire vendre et travailler à notre rythme et vendre nos productions, qu'elles soient musicales, qu'elles soient architectes, qu'elles soient boulangères, des tout mélangés, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Mais c'est comme ça que font les artistes, hein, d'une manière générale. Ils ont des agents, ils ont des impresarios, ils ont des gens qui s'occupent d'eux. Donc il n'y a pas de raison qu'effectivement, compte tenu des talents qui peuvent être repérés chez les personnes avec autisme ou chez plein d'autres qui ont probablement des grandes compétences, eh bien on peut les aider à œuvrer dans ce sens-là, indépendamment, ou en attendant en tous les cas que le monde, que le système rattrape ses intentions, ça sera tout à fait bienvenu. Merci messieurs, merci à vous. Merci beaucoup.